Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Nous avons lu pour vous, aujourd'hui animée par Jérôme et Chantal Bossan. Nous vous présenterons Tout le bruit du Guélise de Ruben Barouk chez Albin Michel 2024, L'Odyssée d'Abdoul, enquête sur le crime organisé d'Audrey Millette chez les éditions Les Pérégrines 2024 et Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet chez Flammarion 2023. Chantal, je te donne la parole. Ruben Barouk est un jeune auteur puisqu'il a moins de 30 ans. Né à Paris, il retourne en 2022 sur les traces de sa famille à Marrakech, au Maroc, où vit sa grand-mère, personnage principal de ce premier roman, intitulé « Tout le bruit du Guélise », paru chez Albin Michel en 2024. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce roman situé au Maroc et plus précisément à Marrakech ne répond pas au décor de carte postale. Pas de grand soleil ni de chaleur. On se trouve en plein hiver, sous la pluie et dans des appartements bien froids, puisque la plupart du temps sans chauffage. Les personnages du roman sont donc contraints de s'emmitoufler dans des couvertures, des pantoufles chaudes et de se réchauffer avec des thés brûlants. On est loin de notre imaginaire concernant le Maroc. Autre élément étonnant, quand on évoque Marrakech, on parle tout de suite de la fameuse place Jemaa El Fna et de l'immense médina qui l'entoure. De ce décor, on n'en parle que peu, si ce n'est qu'une description particulièrement belle de la Grande Koutoubia, la mosquée la plus grande de la vieille ville. Alors, de quoi parle donc Tout le bruit du Guélise ? Comme l'indique le titre, le roman se situe d'abord dans le Guélise, le premier quartier situé à l'extérieur des remparts fondés par les Français lors du protectorat au Maroc et qui constitue aujourd'hui le centre-ville commercial. L'auteur, Ruben Barouk, français, nous explique dès l'abord qu'il est venu avec sa mère à Marrakech, car sa grand-mère y souffre d'entendre un bruit mystérieux, inaudible de tous, sauf d'elle-même, dont il cherche à comprendre la provenance pour le faire taire et ainsi apaiser l'aïeul. S'agit-il de bruit des voisins, d'acouphènes, de quoi d'autre ? En quoi cette femme est-elle différente d'une Marocaine classique ? Cette vieille Marocaine n'est pas arabe, mais une juive séfarade qui se retrouve bien isolée dans une ville qui pourtant était peuplée de très nombreux de ses coreligionnaires. La plupart d'entre eux, qui se définissent comme d'éternels hommes de passage, ont quitté le pays après les conflits israélo-palestiniens des années 70. Cette judéité permet à l'auteur à la fois d'évoquer de nombreux rites qu'il a vécus auprès de ses grands-parents, mais aussi de nous déplacer dans le Mellah, c'est-à-dire l'ancien quartier juif de la ville, l'un des plus grands du Maroc, aujourd'hui habité d'Arabes. Parmi les rites, on voit la grande table du Shabbat autour du grand-père, le maître des cérémonies, avec la plus belle vaisselle, les meilleurs mets et des habits de fête pour chacun. Ou encore, la fête de Pourim, que je ne résiste pas à vous lire. Les enfants enfilaient des costumes hauts en couleur pour rendre hommage, disait-on, au récit biblique de la reine Esther, l'épouse du roi Assuérus. On racontait que lorsque le vizir du roi, l'homme Aman, demanda à la cour de se prosterner devant lui, Mordecai, l'oncle d'Esther, refusa de s'incliner, prétendant que les Juifs ne se prosterneraient devant aucun autre que Dieu. Alors Aman, furieux, publia un décret visant à exterminer tous les Juifs. Esther, par quelques artifices, avait su cacher aux yeux de son mari le roi son identité juive. Mais, pour sauver son peuple, elle dut révéler à son époux le secret qu'elle cachait, et le roi amoureux contremanda le décret publié et condamna son vizir Aman à la mort. Depuis lors, les enfants se déguisaient pour cacher avec malice leur identité, comme Esther l'avait fait. D'ailleurs, à cet effet, Paulette, la grand-mère, enfile sa belle gandoura rouge et se met à prier, levant les bras vers le ciel. La famille nous emmène aussi en pèlerinage dans différents sanctuaires de saints juifs inhumés, des rabbins particulièrement sages, mais aussi dans le Miyara, le cimetière juif où des milliers d'enfants morts du typhus sont enterrés, sans inscription sur les tombes. En fait, c'est toute une autre histoire du Maroc qui nous est racontée là, avec des éléments étonnants. Par exemple, le mot Fassi désigne en principe les habitants de Fès. Ici,
On apprend un deuxième sens, c'était autrefois un juif converti à l'islam, avec toute la tristesse, la déception que cela entraîne pour cette quasi-gardienne du passé, surtout quand cela touche son intimité. Pourquoi cette femme n'a-t-elle pas quitté le Maroc comme ses co-religionnaires ? Je ne souhaite pas vous dévoiler cet élément et vous invite à le découvrir par vous-même. Mais je voudrais encore vous parler de Bouriel, un personnage très différent de la famille du narrateur. C'est un berbère, un chauffeur de taxi. Je cite « Lui ne se laissait pas tromper par la beauté souveraine de ces terres désolées. Il connaissait ces plaines et les routes qui les traversaient comme s'il y était né. Il connaissait l'inconnaissable, l'infinité, l'infinie vacuité, où les joyaux d'une mémoire juive, jonchés de poncières et de sable, nous avaient échappé. Il était devenu le passeur arabe des Juifs. » À la dernière page, la vieille dame lui délivre une mission spécifique. Finalement, que veut dire le titre ? Je vous laisse la joie et l'émotion de lire cet ouvrage dont le titre vous sera expliqué dans les tout derniers moments. Tout le bruit du Guélise, c'est avant tout la tendresse profonde de l'auteur pour sa grand-mère, qui le chérit tout autant, mais aussi la relation si forte entre mère et fille, le tout dans une très belle écriture poétique et fluide. À toi, Jérôme. Merci Chantal. Auteur de l'ouvrage intitulé L'Odyssée d'Abdoul, Audrey Millette, anthropologue et docteur en histoire, a surtout écrit sur la mode. Son livre est paru en juin 2024 aux éditions Les Pérégrines, dont l'ambition est de proposer des textes qui observent le monde par différentes fenêtres, nous poussant à mieux appréhender l'autre, l'étrangeté, la diversité. De fait, c'est à partir du témoignage d'Abdoul qu'Audrey Millette décortique les rouages de l'émigration clandestine africaine. Notre témoin, 31 ans, est tailleur de Côte d'Ivoire depuis l'âge de 10 ans. Il rêve de pouvoir être à son compte en achetant sa propre machine à coudre. Il n'avait pas l'intention d'émigrer, ni en Afrique, ni en Europe. Alors, il a été hypnotisé par Ousmane, un Sénégalais disant posséder un grand atelier de confection au Burkina Faso voisin, à Ouagadougou. Je cite, « Attisé par les paroles d'Ousmane, le désir d'Abdoul s'est emballé. La machine à coudre s'est transformée en atelier et il se rêve désormais seigneur d'un domaine de tissus et de bobines. À 31 ans, il part en 2015 en bus, dans l'esprit de revenir bientôt. Ce n'est pas un exil. » Le rêve devient-il réalité ? Malheureusement, pas d'Ousmane à Ouagadougou. Sans le savoir, Abdoul est tombé sur un recruteur qui prépare la funeste transhumance des jeunes Africains vers le Maghreb et vers l'Europe. Leur objectif est de les couper de leurs racines pour mieux les jeter dans les bras de proxénètes et d'esclavagistes. Poursuivant sa route, il pousse jusqu'à Niamey et Agadez, au Niger, où négociants, bandits et fonctionnaires corrompus se mêlent aux transporteurs chargés d'alimenter le marché aux esclaves. Les deux villes suintent de la saleté et le crime, mais impossible à Abdoul de reculer. Le voilà traversant l'angoissant désert à bord d'un camion-benne. Des hommes armés les arrêtent, exigent passeport, portable, montre et argent. Un sans-papier, c'est parfait pour devenir un esclave dans la première ville au sud libyen, Saba. Ils sont nombreux à travailler dans le bâtiment, l'agriculture et les usines textiles, aux mains des capots qui affament, tabassent, électrocutent, prostituent. De nombreux immigrants meurent ou se laissent mourir, que l'on emmène au milieu du désert. Abdoul survit, grâce au conseil de son père, je cite, « Chaque miette de ta vie, tu devras rester discipliné. Donc, ne pas se faire remarquer, travailler. » Il a cependant une jambe pourrie dont il souffre. Après avoir été torturé, il est abandonné comme une ordure dans une banlieue miteuse de Tripoli. Puis il est jeté dans une embarcation vers l'Italie. Il raconte « Il n'y a que les dingues ou les désespérés pour monter volontairement sur ces rafiaux. » Ils sont sauvés aux abords de l'île italienne de Lampedusa. Ça y est, c'est la fin des aventures. C'est oublier que le sous-titre de l'ouvrage est une enquête sur le crime organisé. Et un sans-papier est toujours la proie facile des différentes mafias italiennes ou étrangères, chinoises et nigérianes. Arrivant à Prato, en Toscane, capitale du textile bas de gamme, il travaille 7 jours sur 7
de 8h à 20h ou de 20h à 4h pour 3 € de l'heure. En effet, en Italie, on profite qu'il n'y ait pas de SMIC et l'évasion fiscale et le travail dissimulé sont des sports de haut niveau. Pour finir, et malgré tout, l'Odyssée d'Abdul se termine par un point positif. Notre témoin décroche un CDI à Prato. Enfin, Audrey Millet aborde le problème du trafic illicite d'organes, dont l'Italie est le carrefour européen, touchant migrants adultes et enfants isolés. En conclusion, ce livre, couronné du prix Mare Nostrum, prend une tournure internationale d'avril 2015 à juillet 2017 sur 6200 km. L'auteur nous ouvre les yeux sur l'exploitation humaine. L'être humain, quelle formidable marchandise! Elle nous livre un essai enquête salutaire qui analyse un système inextricable dont les enjeux sociétaux ne peuvent plus être ignorés. C'est ce qui fait tout son intérêt. Quel drame! Pour ce troisième ouvrage, Ma vie sans gravité, paru chez Flammarion en 2023, Thomas Pesquet, normand de 47 ans, spationaute, raconte le cursus qui l'a mené à cette profession, puis son métier qui le passionne. Il a toujours été un premier de classe, comme on dit, quand il était au collège-lycée, puis un bourreau de travail quand il s'est agi d'obtenir l'école d'ingénieur aéronautique française de Toulouse, Supaéro, puis les différentes qualifications étudiées aussi bien au Canada qu'en Russie, Allemagne ou États-Unis. Acharnement payant puisqu'il est recruté à 24 ans en 2004 au Centre national d'études spatiales. Puis, après un détour de quelques années comme pilote de ligne à Air France, il est retenu pour faire partie du corps européen d'astronautes, le plus jeune de tous, à 31 ans en 2008. Très au fait de la communication, il se raconte, lui et ses collègues, disant aussi bien les longues années d'attente avant l'envol pour l'espace en 2016, soit 8 ans après son intégration au corps des astronautes, depuis le champ de tir de Baïkonov au Kazakhstan, lieu mythique s'il en est, puisque c'est de là que Youri Gagarin avait décollé pour la Lune quelques 55 ans plus tôt. Cette mission dure 6 mois, puisque l'équipage rejoint la Station spatiale internationale. 4 ans plus tard, il a la chance de repartir pour une nouvelle mission de 6 mois vers la même station, cette fois depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Pour ces 2 missions, Thomas Pesquet raconte par le menu la vie quotidienne avec ses coups d'adrénaline, ses découvertes, ses expériences scientifiques, ses difficultés. Tout cela n'est-il pas trop scientifique pour un néophyte comme nous ? L'auteur a nettement la fibre communicative et sait rendre son livre abordable, très intéressant, peut-être avec quelques longueurs. Par ailleurs, il parle aussi de la BD, du film, du site, avec les nombreux followers qui le suivent. Cela fait partie intégrante de son personnage de star médiatique. En somme, une vie de gloire qui fait rêver. Certes, une carrière aussi fulgurante fait briller des étoiles dans les yeux de tous, sans jeu de mots, même si peu de gens ont à la fois les capacités intellectuelles, la persévérance, la santé nécessaire pour y arriver. Mais cela suppose aussi de vrais sacrifices personnels et familiaux qu'il ne faut pas éluder. En effet, pour sa famille puis sa compagne, il faut vivre avec les absences continuelles de ce héros, sa vie partagée dans tous les pays de formation qu'il doit opérer, les foules qu'il accapare, et ensuite ses longues missions de 6 mois d'absence précédées de temps de quarantaine non négligeables. Cela demande donc une abnégation de l'intéressé qui va même jusqu'à le pousser à refuser la paternité. Une dernière question. On parle du cosmonaute Gagarin, du spationaute Pesquet, de l'astronaute Whiteson. Quelle différence ? Toute simple. Le cosmonaute est un terme soviétique, l'astronaute un mot américain, le spationaute un vocable français. Voilà donc un livre qui nous emmène au plus loin, puisque jusqu'à 400 km de la Terre, et qui nous livre le côté passionnant de ces hommes hors du commun. En conclusion, nous vous souhaitons bonne lecture avec ces 3 ouvrages dont je vous rappelle les titres. Tout le bruit du Guélise de Ruben Baruch chez Albin Michel en 2024. L'Odyssée d'Abdul, enquête sur le crime organisé d'Audrey Millet aux éditions Les Pérégrines en 2024 et Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet chez Flammarion en 2023. À bientôt. Les éditions de La Loupe vous ont présenté Nous avons lu pour vous.